Je vais demander l'autorisation. C'est bien le Pierre. C'était vachement sympa. Ouais, c'était cool. Je suis jamais là un jeudi. Mais j'ai appris que jeudi, je crois que c'est au début, c'est l'entrée pour les meufs et c'est bar à volonté pour les meufs, je crois. On est arrivé à 22h30, donc. Et je ne suis pas une meuf, donc dans tous les cas, j'aurais pas eu le bar à volonté. Dan, il faut que tu m'autorises l'enregistrement. Désolé de commencer tard, du coup. C'est bon, j'enregistre là. D'accord, soit. Il faut juste que tu partages et c'est parfait. Ok. On va mettre l'écran. Allez, c'est parti. Du coup, on va faire spectrophotométrie. Donc, sincèrement, c'est un cours que j'aime pas trop parce qu'en fait, il est vachement abstrait. Donc voilà, je vais essayer de vous dire les grandes lignes. Ok. Le cours, alors là, c'est vraiment un bon résumé, d'accord. Mais il manque plein de petits détails qui sont dans votre cours papier. Hein. Donc, je vous inviterai quand vous faites ça. Là, je vais vous donner des pistes, je vais vous expliquer un petit peu, mais à vraiment bien bosser le cours. Ça ne suffira pas du tout. À la limite, quand vous faisiez UE5, franchement, vous voyez bien 70-80% du cours. Là, je vais être un petit peu plus vaste, on va dire. Donc, on fera ça. Ça ne devrait pas être trop long, parce que je juge que ça ne sert à rien que je fasse un cours super long, parce que ça reste énormément du par cœur pour le coup. Il y a un peu de compréhension, mais c'est surtout du par cœur, comme pas mal de cours en passe. Et après, normalement, on a le temps, du coup, je démarrerai un peu sur l'optique. Est-ce que qui a vu l'optique, le cours, un petit peu? Ah, mais nickel. Est-ce que vous avez compris un petit peu ou c'est vraiment très compliqué? Compliqué, ça ne m'étonne pas. Donc, on reverra un petit peu ça, OK? Alors, spectrométrie optique. Donc, qu'est-ce que c'est le but de la spectrométrie optique? C'est d'étudier l'interaction de la matière avec les rayonnements électromagnétiques. Est-ce que vous savez ce que c'est un rayonnement électromagnétique? C'est une onde, très bien. De quoi? Par exemple? Oui, par exemple, ouais, c'est une onde en fait. Et une onde électromagnétique, contrairement à une onde mécanique, vous savez la différence? Alors, l'onde mécanique, pour se propager, elle a besoin d'un milieu. L'onde électromagnétique peut se propager dans le vide. Très bien. Donc voilà, c'est l'interaction de la matière, un élément sur lequel on fait réagir un rayonnement électromagnétique ou alors une matière qui va elle-même émettre un rayonnement électromagnétique. Et bien, cette interaction entre les deux va donner des spectres. Les spectres de la lumière, en fait. Et on aura des spectres soit d'absorption ou d'émission. Peut-être que pour certains, vous aurez vu quelques notions en terminale, je pense, ou en première, je ne sais pas. Alors du coup, cette étude, si on prend ces spectres d'émission et d'absorption, on peut étudier différentes choses sur les molécules. On peut étudier l'état énergétique de la molécule, savoir si elle est énergétique ou non. On peut étudier la nature des transitions qu'elle fait. Alors, vous avez vu avec Ruben, peut-être, le diagramme des électrons qui sautent là. Vous l'avez vu ça? Bon, on va le revoir. Et bien ça, c'est la nature des transitions. On peut étudier l'interaction environnementale, c'est-à-dire comment la molécule réagit avec son milieu par rapport à la lumière qu'elle absorbe ou non. La distribution de population, en gros, ça c'est un peu compliqué, mais au sein de la molécule, vous savez qu'il y a plein de choses, il y a des nucléons, des protons, des électrons, etc. On peut étudier comment le tout s'embrique ensemble. Et la géométrie des liaisons, savoir si les liaisons sont de 180 degrés, 120 degrés, ça c'est les orbitales. Tout ça, on peut le savoir si on fait réagir un matériau avec de la lumière, un rayonnement électromagnétique. Il n'y aura pas que de la lumière. Ce tableau-là, à connaître par cœur. Par cœur. Normalement, il y a pas mal de choses que vous savez un petit peu déjà. Donc, si on part du début, l'énergie s'exprime en joules. C'est l'unité du système international. Éventuellement, on peut l'écrire en EV. Vous savez ce que c'est? Très bien. Électronvolt. Un électronvolt est égal à 1,6 10 puissance moins 19 joules. Et la formule la plus importante à connaître, c'est celle-là. On y revient juste à la fin. La fréquence s'exprime en Hertz, Hz, ou également en seconde moins 1. Bon, unité de courant, ça serait seconde moins 1 aussi. Longueur d'onde, elle s'exprime en mètres, d'accord? Et souvent, on l'exprime en nanomètres, c'est plus parlant. On l'exprime aussi en micromètres ou en Armstrong, c'est une valeur particulière, 10 moins 10. Mais souvent, c'est un nanomètre qu'on va exprimer. Et le nombre d'ondes, c'est un nombre particulier, il s'exprime en mètres moins 1 ou en centimètres moins 1. Donc, ces formules-là, il faut les apprendre pour surtout connaître celle-là. D'accord? Et si vous connaissez celle-là, vous connaissez celle-là aussi. Ça se fait suite. Alors, on détaille un peu. La fréquence, notez nu, c'est un espèce de petit V bizarre. Ok, c'est pas un vrai V, ça. Donc, nu est égal C pour célérité, la vitesse de la lumière dans le vide, qui est de 3 10 puissance 8
L'unité? Mètre par seconde, très bien. Donc, célérité sur la longueur d'onde. Très bien. Ça, c'est la fréquence. La longueur d'onde, c'est égal à célérité sur nu. Donc, les deux, là, c'est exactement la même. On est d'accord. Il faut savoir tourner la formule. Tout le monde sait tourner les formules à peu près? Oui. Ça va. Ça, c'est important de réussir à le faire quand même, parce qu'il y a des pièges de proportionnalité et tout en place, surtout en UE3. Et le nombre d'ondes, c'est un truc particulier que moi, je n'avais pas vu pour le coup. C'est grand N est égal à 1 sur la fréquence, sur la longueur d'onde. 1 sur lambda. Ben, quand vous connaissez tout ça, vous pouvez faire cette formule. Donc, l'énergie en fait, du rayonnement électromagnétique, c'est donné par la formule de Max Planck. Et l'énergie, c'est égal à H fois nu. Et on l'a pas déjà vu en chimie organique, par exemple, H nu? C'est la lumière, tout simplement. C'est l'énergie d'un photon, en fait. Et H nu, si on le décompose, vu que nu, c'est la fréquence, c'est sur lambda, ben, ça nous fait H c'est constante de Planck, hein, c'est 3,34, non. 6,6, voilà, machin, 10 moins 34. Oui, oui. Je ne l'ai pas écrit, mais elle n'est pas à connaître normalement. Mais bon, je la connais. Donc H fois nu, nu on le remplace par C sur lambda, ça fait HC sur lambda. Ou alors, on peut décomposer aussi avec le N, vu que N c'est 1 sur lambda. Ici, c'est comme si on avait H fois C fois 1 sur lambda. Donc on fait H fois C fois grand N. Ok, ça, si vous reprenez ces formules-là, vous retombez à chaque fois sur ça. Donc la rouge, là, à connaître par cœur. Alors là, petite coquille, je vous dis direct avant d'oublier, le 800 nanomètres qui est ici, je me suis trompé. Il va là. OK, juste ici. Là, c'est un petit poids qu'il faudra corriger. Donc ça, pareil, c'est à connaître. Ça, c'est les différents domaines de rayonnement électromagnétique. Je ne sais pas si vous les connaissez un peu. On a les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, le domaine du visible, les couleurs que l'on voit, c'est le spectre de la lumière blanche, les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Radio-fréquentes. Alors, le visible, il se situe entre quelle longueur d'onde et quelle longueur d'onde? Ça, normalement, vous le savez, je pense. C'est entre 400 et 800 nanomètres. D'accord? C'est pour ça que vous vous trompez là. Ça se finit bien là, 800 nanomètres. Après 800 nanomètres, ben, progressivement, on obtient les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio. Il me semble que dans le cours, il y a précisément les valeurs. Je ne sais même plus. Franchement, je ne sais même plus. Mais voilà, il faut bien connaître les domaines dans l'ordre dans lequel ils arrivent. Et quand on va, et donc 400 nanomètres, du coup, c'est pour les ultraviolets. C'est la limite des ultraviolets. Et là, on décompose en 3 parties différentes. En 2 parties. On a les ultraviolets proches, qui se situent entre 250 nanomètres et 400 nanomètres, et les ultraviolets lointains, entre 170 et 250 nanomètres. D'accord? Ça, c'est 2 trucs à connaître aussi. Et après, on a les rayons X et les rayons gamma. Un rayonnement est ionisant. Donc, ça veut dire qu'un rayonnement va créer 2 ions. Donc, si vous prenez je sais pas, de NaCl, le sel, donc sodium, chlore, c'est une liaison qui va être ionique. Si vous envoyez un rayonnement ionisant dessus, la liaison va se casser et on va faire 2 ions. Un Cl- et un Na+. Du coup, les rayonnements ionisants, ce sont les rayonnements qui sont à cette limite-là. 91,3 nanomètres. OK. 91,3 nanomètres. OK. Alors, plus on va vers la droite de cette ligne, plus la longueur d'onde augmente. Si la longueur d'onde augmente, l'énergie de ces trucs va diminuer. Pourquoi? Soit on apprend par cœur, soit on réfléchit 2 petites secondes. L'énergie, elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Plus celle-ci augmente, plus ça diminue, plus ça diminue, plus ça augmente. Est-ce que tout le monde comprend ça? Parce qu'il y en a en maths qui sont un peu largués, donc là c'est juste un truc de inversement proportionnel ou pas. Donc plus on va à droite, moins c'est énergétique, plus on va à gauche, plus c'est énergétique. Vous savez très bien que les rayons X et les rayons gamma, c'est des rayons super puissants qui sont beaucoup plus énergétiques que les ondes que vous avez dans votre micro-ondes. Okay. Et du coup, cette limite-là, en fait, dès qu'on est en dessous de 91,3 nanomètres, on considère que le rayonnement est ionisant. Il est assez énergétique pour créer des ions. Est-ce que ça va? Oui. Alors, on a différentes interactions avec la lumière et les matériaux. Normalement, vous en avez vu certains. Donc, peut-être, tous ceux qu'on fait du coup en sciences, normalement, peut-être vous avez vu la diffraction. Oui. Ouais. C'est qu'on fait passer du coup un laser, enfin une lumière dans une petite distance. Il va y avoir un phénomène de diffraction. En fait, ça me donne plusieurs taches sur l'écran. Ça, c'est la diffraction.
On a la réflexion, c'est quand un rayon arrive sur l'eau et qu'il est réfléchi. Okay. La réfraction, c'est quand un rayon arrive, alors je dis l'eau, mais ça peut être n'importe quel milieu. La réfraction, c'est quand un rayon arrive dans l'eau, par exemple, et qu'il est dévié. Okay. Quand vous regardez vos pieds dans l'eau à la plage, en fait, vous croyez qu'ils sont en face de vous, mais ils sont un petit peu décalés. La lumière est un petit peu réfractée. Et la diffusion, c'est quand vous avez un rayon qui arrive et plein de rayons qui en ressortent de manière, un peu comme la réflexion, sauf que vous avez plein qui ressortent. C'est la diffusion. D'accord? Donc ça, c'est les 4 petites interactions qu'on peut faire, mais qui ne sont pas détaillées dans le cours. Nous, on va parler de l'absorption et de l'émission. Donc ça, vous l'avez vu, non? Et bien là, on le reprend. Quand on a un atome, il a plusieurs niveaux énergétiques qui sont quantifiés. C'est le mot à apprendre par cœur. Les niveaux énergétiques d'un atome sont quantifiés. Il ne peut prendre que certaines valeurs d'énergie et pas toutes les valeurs d'énergie. On a un niveau E1, un niveau ici c'est E3 ou E2, je ne sais pas. Si on envoie de la lumière, donc un photon incident, avec exactement l'énergie nécessaire entre ces deux niveaux pour passer de là à là, et exactement cette énergie-là, si on fait ça, l'électron qui est ici va faire un saut quantique et s'exciter sur un deuxième niveau d'énergie, ou un troisième niveau d'énergie, ou un quatrième, selon l'énergie qu'on a envoyée au départ. En faisant ça, en venant exciter le matériau de base avait un spectre de lumière, et quand le photon vient dessus, la correspondance d'énergie fait que l'atome va absorber certaines parties de lumière. D'accord? Et on aura un spectre d'absorption, c'est-à-dire un spectre coloré avec des bandes noires. OK? L'alter ego, c'est quand on fait une émission. Quand l'électron était excité, un atome n'aime pas être excité, il va se désexciter spontanément, il va revenir à son état fondamental. Donc l'électron va redescendre tout seul à l'état initial. Et en faisant ça, il va émettre de la lumière. Cette fois, il ne va pas en recevoir, il va en émettre. Et il va émettre exactement la même lumière que ce qu'il a reçu, la même énergie pour redescendre au bon niveau. Il n'y a pas de perte. Bon, après, il y a des cas spécifiques, je pense, mais en tout cas, on ne parle pas de perte ici. Du coup, en redescendant au niveau ici, il émet de la lumière. Et par correspondance, cette lumière, c'est exactement, en fait, les traits ici qui n'étaient pas en noir. D'accord? Voilà. Donc, quand on excite du coup un atome et que l'électron fait un saut quantique, on va avoir un spectre d'absorption. Et quand l'atome se désexcite et qu'il va émettre un photon, on va avoir juste un spectre d'émission qui ne va émettre que des raies colorées et pas un spectre tout entier. Oups. Donc voilà, c'était ça. L'énergie de l'électron ou de l'atome, hein, si on raccourcit un peu, est quantifiée par des niveaux d'énergie, ne prend que des valeurs discrètes, discontinues, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 1,5, 0,6, 0,7, de suite, c'est vraiment des valeurs différentes, et ne dépend que de la valeur de n. N, c'est le nombre quantique principal, ça vous l'avez vu aussi. Du coup, la formule, c'est l'équation de Schrödinger. L'énergie du niveau considéré, petit n, donc E1, E2, E3 ou 4, c'est égal à moins RH sur n au carré. Donc RH, en gros, c'est l'énergie du truc. Bon, il n'y aura pas de calcul avec ça. Hein. C'est juste qu'il faut connaître la formule. Donc moins RH, que le niveau sera toujours des moins. Et c'est en électronvolts qu'on le met à chaque fois. Sur n au carré. Donc si on veut aller sur le niveau E3, on aura moins RH sur 3 au carré, donc sur 9. D'accord? Normalement, vraiment pas de calcul. Je n'ai pas vu d'anal avec des calculs. Parce que là, c'est pas des valeurs faciles. Genre c'est moins 13,6 ou quoi. Aller faire ça divisé par 9. Bon, voilà. Donc ça, c'est l'équation de Schrödinger. Et cette équation, en fait, elle ne marche que pour l'hydrogène ou les autres hydrogénoïdes. Alors pourquoi? Hop, oh merde, c'est derrière. Je peux effacer ça? Hein? Ah, ok. Vous l'avez fait avec qui le cours d'ailleurs? Appareil digestif. Ah, ça. Du coup,
En fait, cette équation ne marche que pour les hydrogènes ou les hydrogénoïdes parce que hydrogénoïdes, c'est... bon, bref, on s'en fiche un peu. Quand vous avez les cases quantiques, vous vous rappelez les cases quantiques, c'est ça là, avec les électrons dedans. En fait, l'hydrogène, il a qu'un seul électron. Du coup, on peut faire ce diagramme et travailler que sur un électron. Les hydrogénoïdes, c'est les molécules qui, dans leur dernière case quantique, dans leur dernière couche de valence, en fait, la couche qui fait les liaisons de valence, c'est quand on a un seul électron aussi, qu'on va étudier que ça. Si vous prenez un atome de, je sais pas quoi, je sais pas, je dis n'importe quoi peut-être, mais d'oxygène, il n'a pas qu'un seul électron dans sa dernière couche de valence, il en a plein. Du coup, aller étudier les comportements de 37 électrons en même temps, c'est pas possible. D'accord? Donc, en fait, cette équation ne marche que pour les hydrogènes et hydrogénoïdes, c'est-à-dire un seul électron dans la dernière couche de valence. Mais bon, ça, c'est un petit détail. Du coup, voilà, ça, je ne repasse pas trop dessus. Mais en gros, on a l'état fondamental ici, c'est le N1. D'accord? On a les états excités. Selon les atomes, ils en ont plusieurs. Donc, il peut en avoir 5, comme 8, comme 10. Et on a le dernier niveau ici, c'est le niveau d'ionisation. C'est N infini, en gros, c'est le plus loin. Là, quand on atteint ce niveau-là, ça veut dire que l'atome c'est devenu un ion, tout simplement. OK? Là, dans ça, en plus, je ne sais même pas si c'est resté ça. Peut-être que ça a sauté dans le cours de passe. Ouais, c'est écrit. Ça a sauté? C'était pas très important. Juste ce qu'il faut en fait, ouais, voilà. Juste en fait, ce qu'il fallait retenir, c'est que, comme je vous ai dit, le spectre d'absorption correspond exactement au spectre d'émission. Vu qu'on envoie un photon d'une énergie précise et que quand l'atome se désexcite, il renvoie le photon avec la même énergie, on a une correspondance entre les deux spectres qu'on obtient. Okay? Là, le spectre d'émission, c'est celui-là. Comme par hasard, le spectre d'absorption, les raies qui manquent, c'est celle-ci. Et c'est la loi de Kirchhoff. Et on parle c'est un renversement des raies D de sodium, ce qu'on fait sur du sodium. Bref. Donc, un atome ne peut absorber des photons. Un atome ne peut absorber des photons que s'il est capable de les émettre. Et il ne peut émettre des photons que s'il est capable de les absorber. Okay? Et c'est là qu'on passe au côté un peu abstrait et nul de ce cours. Voilà, c'est éclaté au sol. Alors, l'absorption des rayonnements électromagnétiques. Quand on prend un matériau et qu'on lui envoie un rayonnement électromagnétique, je vous l'ai dit, il va absorber certaines raies. On va avoir un spectre d'absorption avec des raies qui ont disparu. Okay? Donc, en fait, dans ce cours, ce qu'il faut faire attention à regarder la condition de départ, c'est-à-dire sur quelle matière on travaille. Donc, dans le cas de l'absorption, on parle bien de l'absorption ici, on se place au niveau d'un atome isolé, un gaz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend un atome, un H par exemple, tout seul. On a juste un atome, on va dire que c'est ça. On prend ça, on lui envoie de la lumière. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce cours, vraiment, je vous assure, c'est du par cœur et les questions ne sont pas compliquées. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En faisant ça, en fait, on va avoir des transitions uniquement électroniques. C'est-à-dire qu'en envoyant de l'énergie sur un atome tout seul, on dit de gaz parce qu'en fait, le gaz, c'est le seul état de matière où l'atome peut être tout seul. Si on est en liquide, les atomes sont forcément liés entre eux. Si on est en solide, les atomes sont forcément liés. Le gaz, c'est la seule matière où les atomes peuvent être volatiles et ne pas être liés. Okay, c'est pour ça qu'on parle d'un gaz. Donc l'atome est isolé dans un gaz. Si on envoie de la lumière dessus, du coup, il ne va se passer que des transitions électroniques. On va juste changer les mouvements d'électrons, comme on a vu tout à l'heure, avec des sauts quantiques ou quoi. Juste ça. Que des transitions électroniques au niveau des électrons. Ça se fait sur quoi? Sur les couches électroniques périphériques, c'est-à-dire qu'on va travailler uniquement sur la dernière couche qui fait les liaisons. Donc, est-ce que vous vous rappelez un peu ça, vous l'avez expliqué, Ruben? Avec les couches SPD, là? Oui. Voilà, c'est toujours la dernière couche. Enfin, si vous avez un S, 2S, 2P, donc si vous avez ça, les électrons qui vont faire des liaisons, ce seront uniquement les électrons de la couche 2, c'est ceux-là. La couche 1, du coup, sera trop interne et n'aura pas des électrons en périphérie pour faire des liaisons. D'accord? Donc, cette énergie ne va s'intéresser du coup qu'aux électrons périphériques, les électrons de valence.
les couches périphériques. Et ceci-là dépend uniquement de la configuration électronique. C'est-à-dire que voilà, comme il est isolé, il est tout seul, il n'y a pas de mouvement autre perturbateur. Donc, ça dépend uniquement de l'aspect électronique de cet atome. Et on obtient, alors ça, c'est vraiment pour figurer, mais ce n'est pas du tout parlant. Et il n'y a pas de questions sur des schémas ou quoi comme ça. Les questions, c'est que du texte, en fait. Vous n'aurez pas de schéma à analyser ou quoi. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que là, on montre le nombre d'ondes. Ça équivaudrait à… On pourrait mettre en fait la longueur d'onde, mais là, on parle en nombre d'ondes. Donc, c'est la lumière qu'on envoie. Et selon la lumière qu'on envoie, on note le nombre de photons qui sont absorbés. Donc, ici, par exemple, on a absorbé tout ça. Là, on a absorbé tout ça, etc. Et donc, la phrase par cœur, l'absorption des rayonnements électromagnétiques par un atome isolé donne ce spectre, qui est un spectre de raies discontinues. On a des raies qui ne sont pas continues. C'est un spectre de raies discontinues. Ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Tout ça en bleu. Vous retenez cette phrase, vous avez le point. On est bien sur l'absorption. Regardez combien de photons étaient absorbés. Si on se place au niveau de la molécule isolée à l'état gazeux, donc là, on ne prend plus un H tout seul, on ne prend plus un atome isolé, on prend une molécule isolée. Donc, si on prend, bon, c'est à l'état gazeux parce que c'est isolé, on va prendre de l'H2O pour, voilà, c'est la molécule la plus parlante. Ce n'est pas du gaz. Hein. H2O, qu'est-ce qu'on a? On a un O qui est lié avec un H, qui est lié avec un H. Ça, c'est la molécule d'H2O, d'accord? Ben, on prend ça et on envoie quoi? Un rayonnement électromagnétique de la lumière. Qu'est-ce qui va se passer cette fois? Là, la molécule, elle a des interactions entre elles. On a de l'électronégativité. Il va y avoir des répulsions. Il va y avoir du mouvement. La molécule, elle va bouger, d'accord? Et c'est pour ça qu'on va avoir sur le spectre d'absorption, on va avoir une multitude de raies cette fois, car on a plusieurs énergies. Quelqu'un va devoir m'aider sur le coup, là. Donc, on a plusieurs énergies. On a l'énergie ET de translation, l'énergie EO, et ça, je ne me souviens plus. C'est orientation, c'est ça? Voilà. Donc, l'énergie d'orientation, l'énergie ER de rotation, l'énergie EV de vibration, et je me suis trompé, c'est l'énergie E électrique. D'accord? Là, c'est une erreur. Là ou là. Donc, au sein de la molécule, on peut avoir plein de choses qui se passent. La molécule peut vibrer, elle peut tourner, elle est orientée dans un certain angle, elle peut bouger, se translater, et j'en ai oublié un, électroniquement, les électrons peuvent aussi faire leur bail comme tout à l'heure. Par rapport à l'énergie qu'on envoie, les électrons peuvent faire des sauts quantiques, etc. Donc, au sein de la molécule, on peut retrouver toutes ces énergies-là. On va se concentrer juste sur rotation, vibration, et là, c'est un E électronique. Donc, quand on envoie de la lumière sur une molécule isolée à l'état gazeux, selon la force du rayonnement électromagnétique, selon l'énergie de celui-ci, on va plus ou moins toucher les différentes mobilités en fait, de la molécule. Si on envoie une grosse énergie, là on parle, c'est de l'ordre du 1 électronvolt, donc 1, 2, 3, 10 électronvolts, 15 électronvolts, après dans cet ordre-là, quoi. Il n'y aura pas de piège sur les valeurs, on mettra 1. Si on part de ça, qu'on envoie une énergie assez grande, du coup, on va influencer directement les niveaux électroniques. On va directement attaquer la configuration électronique de l'atome et faire bouger les électrons, les excités ou quoi. Ensuite, si on envoie des rayonnements de l'ordre du 1 électronvolt divisé par 10, donc du dixième d'électronvolt. D'accord? Donc c'est un rayonnement qui est moins énergétique. Ça concerne les infrarouges proches. Donc les infrarouges proches, souvenez-vous, ils étaient… Alors, je n'ai pas détaillé. On parlait des UV proches qui est lointain, mais je n'ai pas détaillé les infrarouges. Ils sont vers la droite, les infrarouges. Donc, ils sont moins énergétiques. On est d'accord. Donc, si on envoie des infrarouges proches, du coup, c'est moins énergétique. On ne va pas directement attaquer la partie électronique. On va juste attaquer le niveau vibrationnel de la molécule. Donc, ça veut dire qu'avec des IR proches, la molécule, on ne va pas influer ces mouvements d'électrons, on va juste la faire plus ou moins vibrer. Okay? On obtiendra un spectre de vibration-rotation. Je reviens après dessus. Et si on envoie des rayonnements encore moins énergétiques, donc de l'ordre du centième d'électronvolt, avec des IR moyens, donc c'est des IR qui sont encore plus à droite, donc encore moins énergétiques, si on envoie ça, on ne va même pas toucher la vibration, on va juste toucher la rotation de la molécule. OK? Et ça donnera un spectre de rotation pure.
tout à l'heure, on avait ici, on avait un spectre de raies discontinues avec uniquement des transitions électroniques. On avait uniquement en fait un spectre électronique, on va dire. Alors que là, on peut avoir, si on envoie ça, un spectre électronique. Si on envoie ça, un spectre juste de vibration-rotation. Et si on envoie ça, un spectre uniquement de rotation. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'à chaque niveau électronique, eh ben, sous-jacent, on ne l'écrit pas forcément dans le diagramme, mais dans un niveau électronique, on a plusieurs niveaux de vibration. Et dans un niveau de vibration, on a plusieurs niveaux de rotation. Ça, c'est vraiment juste de la schématisation, mais il n'y aura pas de question, il n'y aura pas de piège sur ça. On ne vous mettra pas un truc comme ça et vous devrez deviner, je ne sais pas quoi, des valeurs ou quoi que ce soit. Ok, ouais. Les états intermédiaires qu'on voit pas au niveau électronique. De quoi, je n'ai pas compris. Je veux dire qu'au niveau électronique, il y avait quand même entre les deux, donc le niveau vibrationnel et le niveau rotationnel. Oui. Donc il y a quand même des états intermédiaires entre un niveau électronique et un autre qu'on ne voit pas. Parce que c'est complètement... Oui, c'est ça. Et les niveaux intermédiaires, mais qui se situent qu'à un seul niveau d'énergie, en fait. Mais comme l'énergie, en fait, l'énergie entre là et là est assez grande, elle est de l'ordre du 1 électronvolt. Mais en fait, l'énergie, on va dire, entre là et là, en fait, c'est simulé par ça. Et c'est des énergies qui sont beaucoup plus petites, parce qu'on est sur le dixième d'électronvolt. Ok, c'est 0,1. Effectivement, dans un niveau d'énergie électronique, on a plusieurs niveaux intermédiaires. Et dans un niveau vibrationnel, plusieurs rotations. Le piège classique, c'est de dire, dans un niveau électronique, on retrouve plusieurs niveaux rotationnels, et dans un niveau rotationnel, plusieurs niveaux vibrationnels. Non, c'est bien électronique, dans lequel vibration, dans lequel rotation. D'accord? Et en fait, c'est là que je déteste cette partie-là. En gros, si on fait la lumière sur une molécule isolée à l'état gazeux, en fonction de tout ça, ça va me donner un spectre beaucoup plus compliqué que seulement des raies. Ça va me donner un spectre qui ressemble à ça. Je n'aurai pas de question dessus, forcément. Enfin, si, une question, mais pas, on ne va pas vous demander d'analyser ça. Mais en gros, là, on obtient du coup, dans ce cas-là, un spectre électronique, certes, parce qu'on peut jouer sur le niveau électronique, mais qui n'est pas uniquement électronique. Il y a aussi de la rotation et de la vibration. Et en fait, le spectre électronique, en fait, on retrouve bien les raies qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, on était sur un spectre électronique, d'accord? Donc ça, c'est bien les photons qui sont absorbés. Là, on appelle ça un système de bandes, parce que dans ce cas-là, vu qu'il y a plusieurs niveaux, on crée un graphique qui est assez particulier. On va avoir des raies, mais qui se répètent. Vous voyez les raies ici, elles se répètent là, elles se répètent là, elles se répètent là. Et bien ça, c'est une bande, ça c'est une bande, ça c'est une bande, ça c'est une bande. Donc en fait, quand on met la lumière sur une molécule isolée à l'état gazeux, on obtient un système dit de bandes et de raies, avec les raies et les bandes. D'accord? Donc ça, pareil, c'est du par cœur. Alors franchement, je ne vais pas vous cacher que bon, voilà, mon cours, je l'ai fait il y a longtemps et je ne suis pas allé en cours voir ce cours, donc peut-être que la prof dit beaucoup plus d'explications, mais je n'en ai pas entendu beaucoup de mes potes en tout cas. Donc je ne suis pas sûr qu'elle vous détaille en détail comment ça fonctionne et tout, donc ça reste du par cœur. Voilà. Ce qu'il faut noter juste, c'est qu'à chaque fin de bande, on a une dernière raie, c'est une tête de bande, ça ajoute le vocabulaire concernant le schéma, et qu'à partir d'un moment, quand on met beaucoup trop d'énergie, on a une dissociation totale de ce schéma, là. Ça s'arrête, on a un problème. En fait, on va dissocier la molécule, on va faire une photolyse. Photo, lumière, lyse, on scinde. Donc la lumière va venir scinder la molécule. Par contre, ça, ce n'est pas ionisant. On va scinder la molécule, mais ça ne va pas créer des ions. C'est différent d'une radiolyse ionisante. Radiolyse, du coup, on envoie des ondes radio qui vont venir scinder la molécule et faire 2 ions. Photolyse, ce n'est pas ionisant. Radiolyse, c'est ionisant. Oui. Les radios, c'est une radiofréquence. Ouais. C'est pas ça, c'est pas écrit ionisant. Ouais. C'est pour ça que là, je ne sais pas trop. Je sais que j'ai appris par cœur. Voilà. Après, peut-être que je me trompe et que ça ne concerne pas les ondes radio, peut-être. Mais bon, je ne vois pas ce que ça pourrait concerner toi, du coup. Après, encore une fois, il y a toujours des exceptions qui fait que si tu mets peut-être une radiolyse se fait avec les ondes radio et autre chose, tu vois. C'est peut-être pas juste une onde radio comme ça. Ok. Je crois que j'ai rien oublié. Donc voilà, retenez juste qu'en fait, si on envoie donc ça, ce spectre-là, il correspond à ça. Si on envoie une énergie assez grande, donc en fait, c'est des UV et du visible, d'accord? Si on envoie, c'est parce que les UV et les visibles sont plus à gauche que les infrarouges. Si on envoie une énergie assez grande d'UV et visible,
on va toucher les niveaux électroniques, plus les niveaux vibrationnels, plus les niveaux rotationnels, et on aura tout ça. Si on envoie uniquement des infrarouges moyens, donc pour le coup ceux-là, qui sont beaucoup moins énergétiques, on n'aura pas tout ça. On aura juste un spectre de rotation pure. D'accord? On verra juste des événements qui parlent de la rotation. Ouais. Je n'ai pas compris la fin là, quand tu expliquais le système de dissociation. Parce que pour moi, là, vu que toutes les bandes elles sont collées, il n'y a pas justement de dissociation. Là? Ouais. Ouais, mais tu casses complètement le schéma qui était régulier. D'accord. Tu vois, il y avait vraiment un schéma qui était correct et tout. Et là, en fait, on ne peut plus gérer la chose parce que les deux trucs se sont complètement séparés. Donc, il n'y a plus une absorption régulière, des niveaux quantifiés ou quoi. On est vraiment sur deux atomes différents. Pour le coup, on serait sur trois atomes différents, tu vois. Ok, bon, voilà, ça, c'est un petit peu abstrait, hein, mais c'est à apprendre. Alors, un petit détail. En fait, ces raies là, si on les zoome bien comme il faut, on les relie, ça nous fait un truc comme ça. Voilà, en gros, si on prend les raies et qu'on les relie, ça nous fait une parabole. Bon, ça, sur cette diapo-là, pareil, pas de... À la limite, on pouvait vous mettre ça et vous mettre ouais, les légendes, mais je ne pense pas forcément. Il faut connaître les termes, en fait, mais pareil, on ne vous donnera pas d'analyser ça ou quoi. Par contre, les mots en bleu, là, sont à apprendre par cœur. Alors ça, je crois que ça a sauté, il me semble, donc je ne vais pas en parler, mais par contre, les mots, là, il faut les comprendre. Donc, quand on a le diagramme, là, qu'on a vu tout à l'heure, on a la lambda, la lumière qu'on envoie, le nombre de photons absorbés, on va avoir une tendance qui va faire plus ou moins ça, ou plus ou moins ça, ou plus ou moins ça, bref. Voilà. Et on a plusieurs termes à apprendre. Plus on absorbe de photons, donc plus la parabole est haute, plus on parle d'effet hyperchrome. Bon, hyper, ça parle de lui-même. Hein. Moins on absorbe de photons, plus on a un effet hypochrome. D'accord? Et ça, en fait, ça, je crois que ça a sauté, mais ça nous permet de déterminer la nature du milieu. Normalement, ça a sauté. Donc ça, c'est sur la hauteur, l'intensité d'absorption. On a ensuite la largeur à mi-hauteur. Donc si on prend la mi-hauteur de ce truc, ben ça nous donnait la température du milieu et la nature du milieu aussi. Ça, je crois que ça a sauté aussi. Et par rapport au lambda max, donc le lambda qu'on va envoyer, en fait, si le dernier lambda qu'on envoie, il est plus à droite, on aura un effet bathochrome. Plus le lambda max est à gauche, plus on aura un effet hypsochrome. Donc pareil, ça, c'est pas vraiment à comprendre, c'est vraiment les termes sans retenir. Hein. C'est les pièges qui tombent, c'est les termes. Mais je vous invite à aller en cours ou quoi, peut-être qu'elle en parlera un petit peu. Je ne sais pas si c'est un mec ou une meuf. Donc, plus on absorbe, plus c'est hyperchrome, moins on absorbe, plus c'est hypochrome, pardon. Plus on se déplace, plus ça se déplace vers la droite, plus on a un effet bathochrome, plus ça se déplace vers la gauche, plus on a un effet hypsochrome. Pour retenir ça, attendez, il faut que je me rappelle mon moyen technique. Certains, je l'avais dit, je crois. Je ne sais pas. Ça va revenir. Oui, vous avez lu l'Odyssée d'Homère? Je vais faire mon littéraire. Là. Bon, ben moi aussi, je l'ai lu en 6e, figure-toi. 6e, ouais. Alors, l'Odyssée d'Homère, du coup, lambda max, plus lambda augmente, plus l'énergie diminue. Donc, en fait, Ulysse, là, il prenait son bateau et il naviguait longtemps. Okay, et plus il naviguait, plus il faisait de la distance. Donc, plus le lambda augmentait. Mais plus il naviguait, plus il était fatigué. Donc, il avait moins d'énergie. À l'inverse, vous connaissez Calypso? C'est bien ça, c'est dans Homère, hein, il me semble. Et bien, il s'est arrivé chez Calypso et il a fait plein de choses avec Calypso. Okay, du coup, quand il s'est arrêté avec Calypso, il n'a pas trop voyagé. Il n'a pas trop fait de distance. Par contre, il avait beaucoup d'énergie avec Calypso, vu qu'il s'est beaucoup amusé. Donc voilà. Calypso, hypsochrome, vous avez capté ou pas? Je ne sais pas si vous avez compris. Bref, c'est un moyen technique un peu à la con, mais ça marche. Donc, plus on prend son bateau et on va loin, plus moins on a d'énergie. Et plus on s'arrête à Calypso pour baiser, plus on a d'énergie. Voilà. Franchement, je vous donne des moyens qui sont géniaux, donc si vous voulez les retenir. Et là, je vous ai mis le rappel. L'énergie, c'est HC sur lambda. Du coup, quand lambda augmente, l'énergie diminue. Bon, l'inversion, voilà, c'est surtout ça. Et c'est surtout aussi hypsochrome, hypochrome. Attention à l'inversion ici, ou bathochrome, hyperchrome, tant que vous vous embrouillez avec ça.
Et enfin, si on prend une molécule à l'état condensé, donc là, on n'est plus à l'état gazeux, on est soit en liquide, soit en solide. On prend une molécule, donc par exemple d'H2O, qui est collée avec une autre molécule d'H2O, qui est collée avec une autre molécule d'H2O, etc. On est dans un état condensé. Dans ce cas-là, on obtient un système de bandes continues, cette fois. Donc, en fait, ce n'est pas juste des raies, ce n'est pas des raies plus des bandes, c'est des bandes qui sont tellement… Donc là, on a du benzène à l'état de vapeur, ça nous donne ça. Ça nous donne ces raies particulières, là. Et bien, quand on met ce benzène à l'état de solution, donc on le condense, on le met en solution, en liquide, ben, en fait, ces bandes vont s'associer et faire des bandes qui sont complètement continues. Bon, c'est un cas particulier, pareil. Donc, une molécule à l'état condensé, si on envoie de la lumière, ça nous fait des bandes continues, ça ressemble à ça. Bon, voilà, c'est pareil, c'est du par cœur, c'est assez abstrait. Ça, je ne sais même pas si c'est resté, mais il faut savoir que les groupes chromophores, du coup, ils absorbent préférentiellement certaines longueurs d'onde, les doubles liaisons conjuguées. Donc, en fait, quand vous avez ça, ça, c'est un phénol. Enfin, non, pardon. Ça, c'est un phénol. On a un groupement particulier, on a un alcool, ça fait phénol. Et bien là, les doubles liaisons, c'est des groupes chromophores qui vont attirer, enfin qui vont absorber certaines longueurs d'onde particulières. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que j'ai mis à la fin? C'est quoi déjà? Oui, bon voilà, les spectres d'absorption, si on les étudie, on peut savoir plusieurs choses du coup. On peut déterminer les concentrations de nos milieux, que ce soit des gaz ou des solides, des liquides. On peut étudier du coup leur influence avec le milieu, ce qu'on a un peu vu tout à l'heure. Et on peut analyser les modifications de conformation, en fait, comment la molécule s'agence et tout. Donc, en envoyant cette lumière sur des molécules, n'importe quel état que ce soit, on obtient plein de spectres différents qui nous permettent d'étudier plein de choses différentes sur les molécules. Ça va? C'est vraiment pour dégrossir le cours, hein. Mais il n'est pas très compliqué en vrai. Émission, donc là on parlait de l'absorption. On envoyait de la lumière et on voyait donc qu'est-ce qui était absorbé et qu'est-ce qui se passait. Là on va parler de l'émission maintenant. Donc là on va faire certaines choses sur la molécule qui va faire qu'elle va s'exciter, se relaxer, et en se relaxant, elle va émettre de la lumière. Donc elle va faire de l'émission de rayonnement électromagnétique. Donc si on fait on peut faire cette émission par incandescence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chauffer la molécule. On va lui apporter de la chaleur. Ça, si on lui apporte de la chaleur, elle va émettre des rayonnements infrarouges ou visibles. Pas d'UV. D'accord? Si vous chauffez un truc, dites-vous que voilà, vous chauffez un truc, c'est rouge, ça va émettre des rayonnements rouges en gros, relativement. Ça ne va pas émettre des ultraviolets, ça va émettre du bleu, en gros. Donc si on chauffe, on peut émettre de l'infrarouge, du visible, et du coup, ces énergies, elles sont uniquement vibrationnelles et rotationnelles. Rappelez-vous, les IR, ils n'étaient pas trop énergétiques, ils faisaient soit du vibrationnel, soit du moyen. On avait dit effectivement qu'ici, l'UV et le visible pouvaient faire tout à la fois parce qu'ils étaient très énergétiques, mais là, on parle du coup de visible moins énergétique juste. Donc là, on envoie des rayons. Enfin, là, c'est du visible un peu moins énergétique que tout à l'heure. Donc, on peut avoir uniquement, par ce processus-là, uniquement des énergies vibrationnelles et rotationnelles. Tout corps chauffé émet des rayonnements électromagnétiques. Bon, ça, c'est une phrase. C'est une phrase restrictive, du coup. Hop. Et du coup, le schéma qu'on obtient, c'est un peu celui-là. Donc ça, c'est encore une fois la longueur d'onde émise, cette fois. D'accord? Et ça, c'est l'énergie obtenue, en fait. C'est l'émission obtenue. Pareil, c'est des vocabulaires de schéma, mais ça ne tombe pas, en fait, en soi. C'est que les questions de texte qui tombent. L'air sous la courbe de ce truc, ça nous donne l'énergie totale rayonnée. D'accord? Et ça, quelqu'un peut me dire si ça a sauté, ça? C'est Stéphane Boltzmann et Vienne. En fait, il y a toute cette partie. Il faut me dire avant. Ça, tout ça, c'est enlevé? Non, pas le dos. Il y a le graphique qui l'a sauté. Mais nickel, ben voilà, ça m'a fait chier. Dites-moi quand c'est comme ça, coupez-moi direct. Hein. Dites-moi non, mais on s'en balèque. Bon, mais du coup, ça a sauté, tant mieux. Bon, après, rien ne dit que des fois, faites gaffe, hein, parce que les cours peuvent revenir. Hein. En soi, ils peuvent dire, bon, vas-y, je me chauffe, je le remets. Hein. Des fois, je n'en ai un autre, je sais pas, ils font des kiffs. Et voilà. Bon, du coup, je passe. Hein. Du coup, la luminescence, ça, c'est resté, par contre. Ça, émission par luminescence, c'est resté. Ouais, ça, c'est obligé. Du coup, là, c'est particulier. C'est le même cas que tout à l'heure, mais un petit peu différent. Tout à l'heure, on envoyait de la lumière et on voyait de l'absorption.
Là, on envoie de la lumière, c'est par luminescence, mais on va regarder juste l'émission. Donc, le moment où la molécule va se relaxer. C'est beaucoup plus énergétique, d'accord? Et du coup, on a deux types de photoluminescence, donc photo pour lumière. Soit on va faire de la fluorescence, soit on va faire de la phosphorescence. Il y a beaucoup de blabla dans le cours, mais les questions sont tout le temps les mêmes et les pièges tout le temps les mêmes. Et il ne faut pas tomber dedans. Bon, ça, ce graphique-là, il est dégueulasse, on est d'accord? Il faut vraiment retenir l'essentiel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait de la fluorescence, donc on envoie de la lumière sur une molécule, l'électron va faire un saut quantique, s'exciter, il va revenir dans son état stable, il va émettre de la lumière. D'accord? On analyse cette émission. Quand on fait de la photoluminescence, du coup, on envoie de la lumière, donc on est à un niveau ici, fondamental, on envoie H nu, l'électron va ici, et bien là, ce qui se passe, du coup, il va se désexciter sur un premier niveau, et après, il va redescendre tout en bas. Au niveau, c'est que ce phénomène, en fait, c'est la relaxation vibrationnelle. Il va monter sur un niveau particulier. D'abord, il va se relaxer en revenant au niveau le plus bas de ces niveaux intermédiaires. En gros, c'est comme s'il faisait ça. Hop. Là. Donc, ouais, donc, là. Imaginons, il est ici, l'électron. Il va s'exciter là. Mais il va peut-être s'exciter ici, mais, comme tu disais, dans le niveau intermédiaire qui est là. D'accord? Parce que dans ce niveau 2, on a aussi des niveaux vibrationnels. Okay? Et dans ça, on a des niveaux rotationnels. Eh bien, il monte ici, mais en vrai, il est sur un niveau intermédiaire ici, par exemple, sur le niveau, par exemple, V3. Eh bien, avant de se désexciter, il va redescendre au premier niveau V1. D'accord? Et une fois qu'il sera tout en bas, là, il va pouvoir redescendre tout en bas pour de bon et revenir à l'état fondamental. Ça, c'est la relaxation vibrationnelle. Ce moment où il est ici, sur un niveau vibrationnel particulier, il va se relaxer déjà sur le niveau vibrationnel, avant de se relaxer complètement sur le niveau électronique. Et bien ça s'appelle la règle de Kasha. Et ça tombe tout le temps. Vous êtes sûr que ce système, il tombe pratiquement. La molécule ne peut regagner son état fondamental, ici, qu'à partir du niveau de vibration le plus bas de l'état excité. Ce processus de relaxation vibrationnelle, c'est un processus qui est non radiatif. Donc là, quand on se relaxe d'un niveau électronique à un niveau électronique, on émet des photons, mais quand on se relaxe d'un niveau vibrationnel à un autre niveau vibrationnel, on n'émet pas de photons. C'est non radiatif. Donc, vous avez capté? On monte, on s'excite sur un niveau électronique dans lequel il y a des niveaux vibrationnels. On est plus ou moins haut, on va déjà se désexciter au niveau vibrationnel, et ensuite on peut redescendre tout en bas au niveau fondamental. Je n'ai pas compris le graphique. Le graphique, en fait, tu as ton niveau, donc là c'est S1, S2, c'est des niveaux singuliers, donc on s'en fout. Tu as un niveau électronique qui est là, en fait, et ça, ces niveaux-là, c'est les niveaux vibrationnels, en fait, qui sont dans le niveau électronique, techniquement. Et ici, tu as ton niveau N2, c'est avec les N, c'est l'équation de Schrödinger. Donc là, c'est comme si c'était N2, et dans ton niveau N2, tu as des niveaux, en fait, de vibration différents aussi. Qui sont dans N2. Qui sont, en fait, dans N2. En gros, c'est ça. D'accord? Mais le graphique, j'avoue qu'il est un peu dégueu. Parce que là, je crois qu'on est écrit V, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. En gros, ici, techniquement, on écrit V0 parce qu'en fait, V0 est compris dans ton niveau N2. Pour que ce soit plus parlant, en fait, on enlève. C'est pas plus parlant finalement, mais bon. En fait, au lieu d'écrire un trait comme ça, on écrit directement ces traits-là. Et c'est pareil, en fait, parce que ces traits-là, ils sont compris dans ce trait-là. Okay. Merci. Ouais. Je ne sais pas si c'est écrit dans le cours, mais est-ce que je sais pourquoi l'atome a besoin, la molécule elle a besoin de redescendre par ce niveau intermédiaire avant de redescendre. Alors, sincèrement, je n'ai pas revu le cours récemment, donc je ne sais pas si c'est écrit, mais je ne pense pas. Je pense que c'est juste un souci de comment ça s'appelle? De relaxation spontanée, en fait. Un atome, il tend à devenir stable, il a envie de devenir stable. Et pour devenir stable, je pense que spontanément, en fait, si tu enlèves ce délire de relaxation vibrationnelle ou quoi, de base, quand tu excites un atome, qu'est-ce qu'il veut faire pour devenir stable? Donc, il va se désexciter en revenant ici. Ben là, je pense que c'est pareil. Là, quand il arrive ici, pour se stabiliser déjà, je pense qu'il doit tout simplement revenir ici spontanément.
Et une fois qu'il est là, il est assez stable pour vraiment devenir entièrement stable. Je pense que c'est vraiment juste un souci de spontanéité, quoi. Mais je t'invite à regarder sur Internet relaxation vibrationnelle. C'est sûr que je trouve des choses très folles. Mais... Donc ça, c'était la fluorescence. Et la phosphorescence, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a un truc assez compliqué qui n'est pas trop détaillé par le prof et qu'on s'en fout, presque. La phosphorescence, c'est une fluorescence, mais retardée. C'est une fluorescence plus longue. On envoie de la lumière, l'électron s'excite sur un niveau vibrationnel. Il va faire une relaxation vibrationnelle. Il va revenir ici. Ça n'émet pas de photons, d'accord? Mais une fois qu'il est là, il ne peut pas directement redescendre ici. Pourquoi? Parce qu'on passe par un état triplé. Donc ça, l'état singulier triplé, en fait, le prof n'en parle pas. C'est un truc d'atomistique, mais vous en foutez. Juste apprenez par cœur qu'en phosphorescence, c'est retardé. Pourquoi c'est retardé? Parce que avant de revenir à l'état fondamental, l'électron passe sur un état triplé particulier. D'accord? Et une fois qu'il est sur cet état triplé, il va pouvoir redescendre enfin en fondamental. Donc ça, soit le prof détaillera, soit il ne détaillera pas, ça dépendra de son mood. Hein. Mais c'est juste un principe. En vrai, je crois que j'avais regardé une fois très vite fait, il me semble, et j'avais vu quelques détails, mais c'était compliqué, j'avais abandonné parce que voilà, c'était hors concours, quoi. Mais vous pouvez chercher un petit peu plus en détail si vous êtes intéressé. Après, s'embrouiller la tête avec des détails en plus, ça ne sert pas forcément. À partir sur ça, d'ailleurs, ne devenez pas fou. Il y a des élèves, du coup, des étudiants, moi je dis élèves, il y a des étudiants qui veulent tout savoir, veulent tout comprendre, veulent être Daniel, genre. Voilà, Daniel, c'était ça. Il est excellent, il a réussi encore mieux que moi, donc il est trop fort. Mais c'est vrai qu'il se prenait pas mal la tête des fois pour des trucs qu'on s'en fout. Genre, allez pas chercher par cœur qu'est-ce que c'est la phosphorescence, qu'est-ce que c'est Kasha, d'où ça vient, quelle année elle est née. Alors que voilà, vous en foutez, il y en a, ils sont vraiment foufous. Et des fois, j'avais des questions, mais je me dis, frère, on ne dérange pas pour ça. C'est pas écrit dans ton cours, non, tu t'en fous, quoi. Après, si ça vous conforte et que ça vous aide, forcément faites-le, mais vous ne prenez pas sur la tête non plus. Et ne cherchez pas la petite bête sur des trucs où il n'y a pas moyen de la chercher. Donc effectivement, ça, le prof, à la limite dans le cours, peut-être qu'il y a quelques lignes, je ne sais pas si vous pouvez m'aider là. Voilà. Je sais que moi, mon année, il a complètement passé. Peut-être que cette année, il l'a dit correctement. D'accord? Mais c'est par rapport à une conversion du coup, enfin une conversion interspin, il me semble. Une conservation interspin, un truc comme ça. Intersystème, ouais, il y a intersystème et ça concerne les spins. Les spins, pour être appareillés et tout, passer les électrons, ils doivent passer par des états triplés ou singuliers, c'est un bail trop chelou. Bref, fluorescence. On excite, relaxation vibrationnelle. On peut ensuite redescendre et émettre le photon qui nous intéresse. Du coup, c'est H nu prime, parce que c'est une deuxième fréquence différente. Phosphorescence, c'est le même truc, sauf que c'est retardé, c'est plus long pour cette conversion intersystème, passer entre deux systèmes différents. En fait, c'est un système singulier et un système triplé. Donc, on relaxe vibrationnellement, on passe par ici, et une fois qu'on est sur l'état triplé, on peut revenir à l'état fondamental. Et on émet aussi un photon H nu prime. Loi de Stock, qui nous dit du coup que lambda prime est supérieur à lambda. Ça veut dire que la longueur d'onde de celui-ci, de ce photon-là, est supérieure à la longueur d'onde de celui-ci. D'accord? Et là, on a un autre truc, H nu prime, donc le photon qu'on émet, inférieur à H nu, le photon qu'on envoie. Donc en fait, par ce principe de fluorescence et de phosphorescence, on a juste un photon qui est un peu plus énergétique que l'autre, mais c'est vraiment minime. D'accord? Donc le photon qu'on envoie ici, en réalité, il est un peu plus énergétique que celui-ci. D'accord? Ça, c'est la loi de Stock qui le dit. Et l'électroluminescence, c'est le dernier point. Pareil, il passe très vite dessus. Tout simplement, on va créer une émission en envoyant de l'énergie électrique. Voilà, après, je fais des cours où ça a été enlevé. Ils ont pour Medibox, non? Ah, ben oui. Je crois qu'il y a une partie qui est restée. Il y a un carré dans l'air et une partie qui est. Il y a deux parties en fait. Si, j'ai acheté un adaptateur. C'est ça la note que j'ai. Le spectre de maison, il n'y est pas. En gros, genre j'ai dit tous les trucs qu'il a fait. Après, tu m'as expliqué. Du coup, il n'y a presque rien à retenir. C'est que du blabla avec une phrase historique, donc on s'en fout. On prend un atome, on lui envoie de l'énergie électrique. En envoyant une impulsion électrique, cet atome, pareil, il va s'exciter et se désexciter, émettre de la lumière.
hop, le cas de l'hydrogène. Donc, en cas de l'hydrogène, du coup, parce que c'est avec lui qu'on peut tout faire, parce qu'il a un seul électron, on obtient plusieurs cas possibles. On peut faire plein de cas. On peut le faire monter ici, redescendre, monter là et redescendre. Et en fait, tous les états, donc du coup, c'est même plus détaillé, mais en gros, toutes les transitions qui menaient d'un état à l'état initial, ça donnait une série de Lyman. Toutes les transitions qui donnaient un état excité jusqu'à l'état 2, c'était Balmer, etc. etc. Enfin, bref. Vous avez juste les noms à retenir, Lyman, Balmer et Pasken, ça concerne l'hydrogène. C'est les transitions toutes les transitions qui vont ici, en fait, ça s'appelle Balmer. Les transitions qui vont là, c'est Pasken, etc. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour forcer l'électron à redescendre sur un seul niveau précis? Tu envoies la différence d'énergie précise entre ce niveau-là et ce niveau-là. D'accord. Voilà. Et voilà, pareil, ça encore, c'est un truc qu'on ne voit même pas dans le cours, quoi. Il n'y a pas de calcul. Bon, et du coup, ça a sauté. Donc voilà. En gros, je vous ai dit l'essentiel de ce cours. Et l'essentiel des questions. Donc, plus, c'est ça. D'accord? Il y a souvent 2 questions sur ça, voire 3. C'est là où on fait le plus de pièges. Donc, faites attention. Les pièges classiques, c'est la fluorescence est une phosphorescence retardée. Non, c'est l'inverse. La phosphorescence est une fluorescence retardée. Le piège classique, c'est une molécule ne peut regagner son état fondamental qu'à partir du niveau de vibration le plus élevé de l'état excité. Non, c'est le plus bas. Et c'est plein de pièges comme ça, et vous verrez que normalement, si vous êtes humain et pas des génies, vous tombez forcément dans des pièges comme ça à la con, ça vous énervera, mais vous le retiendrez bien. Mais faites bien attention. D'ailleurs, vous avez fait le QCM de Daniel? Juste comme ça. Moi, j'ai commencé. Ça va? Je vais pas regarder à quoi il ressemble. Mais essayez vraiment dès le début, de vous forcer à bien lire les items et d'essayer dès le début de ne pas tomber dans les pièges. Vous verrez, c'est insupportable. On tombe tellement dans des pièges à la con et on s'énerve tellement. Mais c'est ce qu'il faut pour réussir après. Mais dès le début, faites cet effort de vous concentrer à fond. Ok, des questions vite fait sur spectrométrie ou ça va? Ça va? On parle un petit peu d'optique, on a 30 minutes, je vais être tranquille et je vous lâche à 30. Donc optique, je crois qu'il arrive très tard dans votre programme, il me semble. Avant, c'était au tout début. Là, je crois que ça arrive vers la fin. Peut-être que je dis des bêtises. Mais il me semble que ça arrive vers la fin. C'est un cours qui est, pour le coup, dur. Ce cours, il est dur. Il est dur, il pose des problèmes à beaucoup de personnes et les questions ne sont pas faciles. Okay, il y a des questions de calcul déjà. Donc à partir de là, vous savez que c'est pas facile. Et il y a souvent une question normale. Enfin, après, je parle de mon année, est-ce que ça a changé? Mais il y a une question souvent qui est normale, c'est du texte, du cours, du par cœur. Et souvent, il y a une question de calcul ou de réflexion et tout. Et là, j'avoue, c'est chiant, on n'a pas le temps, on a 1 minute 30 pour la question. Ça casse les couilles. Bon, on va faire le début et je pense qu'on ne parlera pas trop des maths pour le coup. J'ai fait un cours que Dan va vous envoyer. C'est du coup le même support parce que je suis un gros flemmard, je ne vais pas changer mes diapos. Hein. Mais ça ressemble énormément à ce que je vais dire là. Donc, si vous voulez vraiment le bosser, vous regardez la vidéo et vous me posez toutes les questions. J'ai eu 1 million de questions pendant le confinement. Genre vraiment, presque des questions tous les jours sur l'optique. Je commence à maîtriser ce cours. Enfin, je le maîtrise en fait parfaitement. Donc, si vous voulez me poser des questions, vous n'hésitez pas. J'en peux plus, mais vous n'hésitez pas. Alors, optique, du coup, qu'est-ce que c'est? L'optique, c'est la vision. Donc, on va travailler sur la vision ici. Par contre, c'est un cours super intéressant. Là, pour le coup, oui. Et si vous pouvez faire ophtalmo, si jamais il y en a, ça rapporte énormément d'argent et il faut être super fort. En gros, il faut être dans les, je sais plus, genre, j'ai fait un stage en ophtalmo et les 3 internes qui étaient avec moi, ils étaient arrivés 40e, 60e et 120e sur 9000 personnes. Donc, il faut être balèze. Et en plus, c'était super jeune, super sympa. Donc, si vous voulez être ophtalmo, stylé. Et ce cours, franchement, il m'a trop servi. En fait, vu que je l'avais refait en plus avant d'aller en stage, il m'a trop servi et je comprenais plein de trucs et tout. Donc, génial. Même si au concours, j'étais pas content. Donc, l'optique. Au niveau de votre rétine, donc peut-être qu'il y aura des petits mots, vous connaissez et tout. Hein. Au niveau de votre rétine, donc c'est le fond de l'œil, vous avez des photorécepteurs, donc des récepteurs qui détectent la lumière. On a des bâtonnets, qui ont une forme de bâtonnet, et des cônes qui ont une forme de cône, ils sont pointus. Les bâtonnets servent à la vision nocturne. C'est eux qui permettent de voir dans la nuit. Alors que les cônes servent à la vision diurne, donc ils permettent de voir dans la journée, et c'est grâce à eux qu'on détecte les couleurs. Vous avez plusieurs cônes spécifiés dans les couleurs primaires, le vert, le bleu, etc. Donc voilà, ça c'est la première distinction.
Et ensuite, au niveau de... Alors là, pour le coup, c'est un peu simplifié, mais bon. Ça, c'est le schéma au niveau de vos yeux. Vous avez votre œil droit, donc il faut regarder par au-dessus. Vous regardez comme ça. D'accord? Vous avez votre œil droit, votre œil gauche. À chaque œil, vous avez un gros nerf optique. OK? Vous avez... Non, pas fait l'innervation. Il faudra prendre les nerfs. Les nerfs 1, nerf 2, nerf 3. Voilà. Du coup, vous avez un nerf optique. C'est un nerf super important. Ces deux nerfs optiques se rencontrent au niveau du chiasma. Chiasma, ça veut dire croix. On a une croix. Ils continuent et ils vont jusqu'au thalamus. Le thalamus, c'est une structure qui est au centre du cerveau. Ceux qui avaient fait le cours d'innervation avec moi, j'en ai parlé un peu de tout ça. Et je pense qu'il est sur YouTube. Non, on ne va même pas. Mais vous le referez. Donc, vous avez le thalamus. Et dans le thalamus, vous avez un truc encore plus derrière, c'est le corps genouillé latéral, donc CGL. Au final, le trajet de la lumière, quand il arrive sur la rétine, il parcourt tout ça et il arrive au corps genouillé latéral. Ici, ce corps genouillé latéral se retrouve dans l'hémisphère droit du cerveau et ici, dans l'hémisphère gauche du cerveau. Et en fait, donc là, vous ne voyez pas bien, mais en gros, au niveau de votre œil, dans chaque œil, vous avez une rétine, okay, c'est le fond de votre œil, mais cette rétine est divisée en deux. On parle d'hémirétine. Dans l'œil droit, vous avez une hémirétine droite et une hémirétine gauche. Pareil ici. Et bien, chaque partie va traiter des informations et les envoyer à des endroits différents. Et ça, là, en vrai, ça, en tout cas, dans les cours de moi d'ophtalmo, c'est super dur à comprendre. Mais bon, là, ça va. En gros, le trajet, si j'ai mis en bleu et en rouge, l'information qui arrive sur l'hémirétine droite, elle suit en bleu, elle est envoyée ici. Elle est envoyée à droite. Donc, cette hémirétine droite envoie l'info à l'hémisphère droit. L'hémisphère, c'est le cerveau. Hein. Vous avez un hémisphère gauche et hémisphère droit. Et bien, ce que je vois, en gros, avec mon œil sur la partie droite, ça va dans mon cerveau droite. Ce que je vois avec mon hémirétine gauche, donc ce que je vois avec la partie gauche de mon œil gauche, ça va dans mon hémisphère gauche. Par contre, ce que je vois, en fait, ma vision centrale ici, donc si, en fait, un peu comme quand je louche, on va dire. Et bien, mon hémirétine droite sur l'œil gauche, donc au centre là, et mon hémirétine gauche sur l'œil droit, donc ici, ben elle, l'information est croisée. C'est-à-dire que là, c'est à gauche et pourtant ça envoie l'information à droite. Et ici, c'est à gauche et pourtant c'est à droite sur l'œil droit et ça envoie l'information à gauche. Et là, ça se croise au niveau du chiasma. Là, on a un croisement. Et du coup, en fait, par rapport à la liaison, si vous avez un problème ici, ou ici, ou ici, ou ici, il va falloir déterminer qu'est-ce qui n'est pas arrivé au bon chemin, quoi, et c'est un problème de pathologie et tout. Il y a plein de trucs super intéressants, mais assez chaud à capter. Bref, ça, c'est le trajet de la lumière. Et du coup, une fois qu'on est dans le cerveau, cette information va être envoyée à une première aire, c'est l'aire occipitale. Vous connaissez un petit peu les lobes du cerveau, pas du tout? Bon, voilà, donc vous avez le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital. Le lobe occipital, c'est lui qui traite surtout la vision. Donc, cette information est envoyée dans le lobe occipital à une aire qu'on appelle V1. C'est la première aire de traitement de l'information. Donc là, on va dire un petit peu, bon, ben, en gros, qu'est-ce que je vois? Ben, ça, c'est ici. Et vous avez un sous-traitement de l'information. Une fois qu'on a vu qu'est-ce que je vois, donc là, je vois mon téléphone. OK, ça arrive à mon aire V1. Maintenant, il faut que je sache où il est. Ça va être traité par le lobe pariétal. Donc, grâce à mon lobe pariétal, il sert beaucoup à la vision dans l'espace, en fait, à se repérer dans l'espace. Du coup, grâce à ça, je sais que ce téléphone, il est devant vous. Je sais qu'il est devant moi. OK. Et ensuite, on a un deuxième traitement. Comment je sais que c'est un téléphone? Parce que j'ai un sous-traitement dans le lobe temporal. Le lobe temporal, comme temporalité, en fait, il permet avec aussi l'hippocampe, il permet de retenir les souvenirs, d'avoir les appréciations de certaines choses. Voilà. Du coup, grâce à ça, je sais que c'est un téléphone. Donc, 3 traitements différents, dont le premier, c'est qu'est-ce que je vois? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce que je vois? Et lui, c'est vraiment la reconnaissance, vraiment les souvenirs qui sont associés à ce truc, etc., etc. Pour avoir une vision nette, il faut 3 mécanismes plus un gros mécanisme. Il faut déjà que tout ça, il n'y ait pas de problème. Pour voir un objet nettement, il faut que toute la chaîne visuelle ici, il n'y ait aucune lésion nulle part. Donc, c'est une intégrité de la chaîne visuelle. Et ensuite, il faut avoir un œil qui est correct. C'est quoi un œil correct? C'est un bon stigmatisme. Ça veut dire que si vous regardez un point, si vous regardez ça, si vous êtes tous stigmates, vous voyez tous un point. Ceux qui sont astigmates, sans leurs lunettes, où ils voient un point, ils vont voir genre un trait, comme ça par exemple. OK? Donc le stigmatisme, c'est un point, on voit un point, en gros.
Je ne discrimine pas les astigmates. Sachez qu'on est tous d'ailleurs astigmates un petit peu, mais selon le degré, on n'est pas obligé d'être traité. Il n'y a pas de stigmatisme parfait. Il faut que les yeux donc soient, il faut qu'il y ait un stigmatisme, il faut que les yeux soient convergents, un minimum convergent. Donc c'est quoi convergent? C'est quand la lumière converge en un point. Donc les yeux doivent être convergents. En gros, ils doivent être bien ronds en fait. Quand c'est bombé, c'est convergent. Et il faut que l'image se forme sur la rétine. Si vous avez un souci et que votre image ne se forme pas au niveau des photorécepteurs, vous ne verrez rien recevoir, récepter. Ça se dit récepter. Je ne pense pas. Réceptionner, c'est peut-être mieux. Voilà. Alors, la schématisation de tout ça, c'est celle-ci. On met toujours un axe optique. Et par convention, on dit toujours que la lumière arrive comme ça. D'accord? Votre œil, c'est ce qu'on appelle un dioptre. Un dioptre, c'est quoi? C'est une surface, en fait, c'est une chose avec une surface qui va séparer deux milieux. On va avoir, donc votre œil, c'est un rond, d'accord? Vous avez un milieu devant, c'est le vide ici, et un milieu derrière votre surface de l'œil, c'est ce qu'il y a dans votre œil. Okay, c'est l'humeur aqueuse, etc. Donc votre dioptre, il sépare deux milieux différents. Pour considérer que c'est un dioptre, il faut que ces deux milieux soient homogènes, transparents et avec des indices de réfraction différents. Il faut retenir que l'indice de réfraction de l'air, c'est 1 et l'indice de réfraction du verre, c'est 1,5. Et l'indice de réfraction petit n, c'est égal à célérité, vitesse de la lumière, sur la vitesse dans le milieu, considéré. D'accord? Donc, si on prend l'indice de réfraction de l'eau, c'est égal à la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans l'eau. Et donc l'œil, c'est bien ça. On a bien une surface qui sépare l'air, qui est un milieu du coup homogène, qui est transparent, là je vous vois tous du coup, et l'air a un indice de réfraction de 1, et l'œil, ça dépend. Tous les yeux ont des indices de réfraction différents. Ça, c'est un dioptre. Du coup, sur la schématisation, on met l'axe optique, la lumière qui arrive par là, on met un trait ici pour dire que c'est le sommet du dioptre, donc c'est la première phase de votre œil, en fait, qui sépare les deux milieux. O, ici, c'est l'origine, là, c'est le sommet du dioptre, du coup. Et C, c'est le centre du dioptre. Donc, si votre œil il est gros comme ça, voilà, vous avez votre centre du dioptre, c'est le milieu. N1, l'indice de réfraction du premier milieu. N2, l'indice de réfraction du deuxième milieu. Donc, en gros, là, comprenez bien que ici, vous regardez vers là, votre œil regarde vers là, ok. Et là, vous avez derrière votre œil, et là, en gros, vous avez votre cerveau et compagnie. En gros, hein, si on imagine un petit peu dans l'espace, là. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de stigmatisme parfait. On parle d'un stigmatisme approché. Même si vous voyez super bien, vous n'avez pas un stigmatisme parfait, vous avez un stigmatisme approché. Et ça, c'est permis par l'approximation de Gauss. C'est un mec qui dit qu'il y a 3 propriétés différentes, c'est pas à apprendre. Mais en gros, il dit qu'il y a 3 propriétés et il donne un stigmatisme approché. Ça vous dit qu'un point donne un point, s'en fout. Et là, c'est 2 formules à retenir. Il n'y a pas de calcul avec ça, je crois. Non, je ne crois pas qu'il y ait de questions sur ça. À la limite, celle-là, peut-être, ouais, un petit peu. Je crois. Bref, il faut retenir cette formule. Bon, elle est un peu infâme, il faut la retenir. C'est la relation de conjugaison qui vous dit qu'un point donne un point, en gros, ou la puissance dioptrique. Ça, donc moins N1 sur distance orientée, je vais venir juste après, O à 1. Donc O vers A1, ça sera le point que vous regardez. Plus N2 sur O à 2, le deuxième point que vous regardez, est égal N2 moins N1 sur OC, donc la distance entre le sommet et le centre du dioptre. La puissance dioptrique, ce qu'il faut vraiment apprendre, c'est ça. Du coup, c'est ça en fait. La puissance dioptrique, donc la puissance de votre œil, c'est égal à N2, donc l'indice de réfraction du deuxième milieu, donc en fait, dans votre œil, moins N1, l'indice de réfraction de l'air de où vous regardez, sur la distance orientée OC, donc sur cette distance-là. La distance orientée, c'est là qu'il y a des pièges tout le temps. Exactement. L'axe optique est comme ça. Vous avez votre sommet du dioptre, votre centre du dioptre. Si vous regardez un téléphone qui est ici, en A1, d'accord, la distance orientée, donc par exemple OA1, on est d'accord que c'est ça, d'accord, sauf qu'on veut qu'elle soit orientée. Votre axe optique, il va vers la droite. Pour aller de O à A1, vous allez vers la gauche. Donc, c'est négatif.
Et ça, c'est super important et beaucoup l'oublient. Et si vous oubliez ça, tout est faux derrière. Donc, comment on écrit une distance orientée? On écrit ça avec une barre au-dessus. Ça veut dire distance orientée. Si on avait... du coup, la distance OC s'exprime positivement ou négativement? Positivement. Par contre, si on a CO, négativement. Ça, c'est orienté. Et votre axe optique sera toujours... Bon, déjà, vous n'aurez pas de questions avec un schéma, mais conventionnellement, toujours l'axe optique va vers la droite. Donc, toujours la distance orientée, ça donnera ça. Ça sera là des trucs négatifs et là des trucs positifs. Deux types de situations. Soit on a... Bon, là, on va parler de lentille, par exemple. Soit une lentille peut être convergente, enfin même un œil. Soit l'œil peut être convergent, c'est ce qu'il faut pour avoir une vision nette. Soit il peut être divergent. Tu as fait de l'optique en première ou terminale ou quoi? Oh putain, gavage. J'en ai pas fait. Du coup, ça va être un petit peu les traits de lumière et tout. Bon, pareil, ça, vous n'aurez pas tracé un schéma d'optique. Pas du tout, c'est des QCM encore une fois. Donc, la passe, c'est un peu chiant, mais finalement, il y a des avantages. Quoi. Faire ça, c'est chiant. Donc, soit votre œil est convergent. Dans ce cas-là, la puissance dioptrique D, c'est la formule de tout à l'heure, on a D supérieur à 0. Si vous avez ça, votre dioptre, votre œil, il est convergent. Si vous avez puissance dioptrique inférieure à 0, votre dioptre, il est divergent. Au niveau de la construction des traits, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Si vous retenez ça par cœur, c'est parfait. Mais si vous savez faire ça, du coup, vous retrouvez ça assez facilement. En gros, dans un œil normal, convergent, puissance dioptrique supérieure à 0, là, je vais représenter l'œil qui est un petit peu bombé. Ok, ça, c'est votre sommet de l'œil, votre centre dioptrique. Tous les rayons qui arrivent parallèles à l'œil vont, c'est une convention, c'est comme ça. Donc là, c'est le rayon de lumière. Hein. On regarde un truc qui est là, il y a un vol de la lumière. Tous ces rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique, ils vont converger, du coup, vers un point particulier, tous qui arrivent parallèles, vers ce point particulier qui est le foyer image. Ce foyer image, en fait, c'est des points très particuliers. Ce n'est pas l'image en elle-même, c'est un point particulier. Et il est, du coup, dans votre œil. OK ? Et il va permettre de donner une image, après, dans votre œil. Une image qui sera réelle. Vous la verrez, cette image. Ce foyer image, du coup, vu qu'il est là, il est réel. Oui. La rétine, par rapport au foyer image, c'est derrière ou... Ça dépend, du coup. Ça dépend de ta puissance dioptrique et tout, ça dépend de plein de trucs. Et du coup, en fait, là, ça converge ici. Et ensuite, selon l'écartement que vous aurez, là, ça vous formera votre image sur la rétine, qui est un peu plus loin. Okay. Donc, dans un œil convergent, premier point, D supérieur à 0. Deuxième point, le foyer image est réel. Du coup, si le foyer image est réel, ça veut dire qu'il est derrière votre sommet du dioptre. Ça veut dire que la distance focale image, donc la distance focale image, c'est OFI, donc FI pour foyer image. Votre distance focale image, elle est du coup positive. La distance focale image orientée, d'accord? Donc c'est bien positif, on va bien vers la droite. Et du coup, il y a un autre point particulier par puissance dioptrique qui est beaucoup plus abstrait. Mais chaque puissance dioptrique a un point particulier qu'on appelle le foyer objet. Ce foyer objet, en fait, c'est pour les objets que vous allez regarder, donc c'est devant votre œil. Et en fait, si vous avez un élément que vous regardez qui a ce foyer objet-là, les rayons vont partir comme ça, d'accord? Et tous les rayons qui partent du foyer objet, c'est l'inverse, ils ressortent parallèlement à l'axe optique. Ça, c'est vraiment des conventions. Hein. Là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, tous les trucs qui sont ici, tous les rayons, ils vont sortir parallèles. Et du coup, ça, c'est le foyer objet. Et le foyer objet, l'objet, c'est bien ce que vous regardez, c'est bien devant vous. Il est bien réel. D'accord? Donc, dans un œil convergent, ça, foyer image réel, foyer objet réel. C'est ce qui tombe sur tout. Et divergent, c'est exactement l'inverse. D inférieur à 0, le foyer image est virtuel et le foyer objet est virtuel. En fait, les places sont inversées. Au lieu que le foyer image soit dans l'œil, là où se forme l'image, il est en avant de l'œil, ce qui est complètement illogique. Et au lieu que votre objet que vous regardez soit devant votre œil, il est dans votre œil. Vous ne pouvez pas regarder un truc qui est dans votre œil, en gros. Enfin, je vous voyez comme ça, vous voyez. Du coup, c'est virtuel. Et là, la construction des traits, elle est infâme, c'est incompréhensible. Je ne reviens pas dessus parce que ça ne tombe pas. Les deux trucs là, c'est ça qu'il faut retenir. D'accord? Dans un œil convergent, quand tout est normal, en fait, le foyer image est bien réel, il est dans votre œil.
Et le foyer objet est bien devant votre œil, il est réel aussi. Vous captez que si vous avez un œil divergent, ça va avoir des problèmes, quoi. Le grandissement. 2 rayons suffisent pour tracer une image. Quand vous avez ce schéma-là, qu'on a vu un petit peu, du coup, avec les trucs, vous avez le foyer objet, le foyer image, on est dans un œil convergent, d'accord? Par convention, en fait, souvent, c'est un œil convergent. Pour tracer l'image obtenue, là, imaginez que vous regardez un arbre, genre. Il y a le tronc de l'arbre, il y a le bout de l'arbre ici. Vous avez A1, B1. Pour tracer les images de ces points-là, ben, il y a des méthodes de construction qui font que, on l'a dit, tous les traits qui arrivent parallèlement, ils vont croiser le foyer image, donc on trace le trait bleu. Tous les traits qui passent par le foyer objet, ils ressortent parallèlement et ils se croisent en fait. Ces traits sont voués à se croiser. Une fois qu'on a 2 croisements, donc 2 traits suffisent en fait, on a 2 croisements, on prend ces croisements, on remonte sur l'axe optique et là en fait notre image de cet arbre, ben, ça donne ça. Et vous voyez qu'elle est plus petite, cette image. Comparé à là, l'arbre est grand, et là, l'arbre est tout petit. En fait, c'est le cerveau qui va remettre en place tout ça. D'accord? Il y a un 3e trait qui est particulier, c'est le trait qui part du point et qui passe par le centre optique. Ce trait-là, il est unique. Enfin, il est unique. Il passe... il ne doit pas passer par... Non, le centre optique. Ah bon? Ouais. Sauf si j'ai fait une erreur, mais normalement, c'est ça. Oh, mais non, il passe bien par C. Parce que nous, avant... Ah, ok. Non, ouais, non, c'était ça en fait. Vous aviez un prof de merde. Non, c'est bien centre optique. Pardon. Voilà. Ah ouais? Ça dépend. C'est vrai que j'ai fait une erreur. Hein. C'est comme ça que là, le centre de solaire, c'était le C. Et là, il y a le J. Ah oui, parce que bah, en fait, là, finalement, c'est plus vrai, c'est plus approfondi qu'en terminale, en fait. Parce que ouais, votre centre optique, en fait, c'était le haut. Oui, c'est ça. Ouais. C'était des conneries, encore une fois. Non, je rigole. Non, du coup, c'est bien par C, ok? C'est bien par centre optique et non pas sommet du dioptre. Ouais. Juste pourquoi ça s'appelle grandissement si l'image qu'on obtient dans la rétine, elle est plus petite? Ouais, c'est un peu bizarre, je suis d'accord. Parce que des fois c'est grandi déjà. Des fois, c'est grandi. Et là, c'est un agrandissement en fait négatif. On parle d'agrandissement négatif, cette formule particulière. Et. Ah oui, si l'image est renversée. Oui, voilà, c'est ça. Si l'image est renversée, on parle d'agrandissement négatif. Ça s'appelle grandissement. Mais oui, c'est notre cerveau qui va remettre cette image en fait après, comme ça. Elle va la refaire basculer dans le bon sens. Bon voilà, 2 traits suffisent à faire un point, mais ça pareil, pas de construction, on s'en fout, il faut retenir en fait ça, et il faut retenir les phrases. Si on vous dit un trait qui passe par le foyer objet, il va ressortir comment du job? Parallèlement. Un trait qui arrive parallèlement, il va croiser quoi? Le foyer image. Et un trait qui passe par le centre optique, il n'est pas dévié. Ça serait des questions comme ça qui tomberaient. La proximité, qu'est-ce que c'est la proximité d'un point? Si vous avez votre dioptre, le centre du dioptre, vous avez un point A1. Donc la distance orientée OA1. Ok, là elle sera négative. Pardon, pas du tout, c'est un vecteur. Donc OA1, ça sera négatif, la distance orientée, d'accord? La proximité de ce point-là, c'est l'inverse de sa distance orientée. Donc pour avoir la proximité, c'est un nombre, hein, c'est un résultat. Pour avoir la proximité de ça, c'est égal à 1 sur OA1 orienté. D'accord? Attention, si vous ne mettez pas la distance orientée, c'est faux. Tout est faux derrière. Et vous avez 0 à la question, ce qui est dommage. Donc 1 sur OA1 orienté. La phrase, c'est la proximité d'un point image ou objet se définit sur l'axe optique comme l'inverse de la distance orientée. Ça s'exprime en mètres ou en dioptrie. C'est un truc particulier par rapport à l'optique. Donc, c'est entre le sommet du dioptre O, le centre du dioptre, et le point. Vous avez une question? Ouais, juste. En QCM, si on nous dit la distance OA2 orientée sans la barre, est-ce qu'on doit le compter juste ou pas? Ben non. La distance orientée sans la barre? Ouais. Ça, si, comment dire, Antoine, si on met une distance OA2 mais avec la barre, du coup, c'est orienté, du coup, c'est vrai. Et si on met le mot orienté et pas la barre... Ah, on ne fera pas ça. Non, on ne fera pas ça. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que dans les... Si, dans les QCM, ils mettent la barre, je pense.
Bon, effectivement, si tu vois ça, je pense que je mettrais faux, hein, mais c'est pas. Bah oui, si on te dit la distance orientée, mais que dans le QCM, on te met au A, comme ça, du coup, il n'y a pas l'orientée, donc je pense que c'est faux, mais ça tombera pas. J'espère pas, en tout cas. Donc ça, c'est la proximité. Là, une partie anatomique que vous reverrez en SP12, pour ceux qui feront SP12. Donc c'est tête et cou. C'est les médecines qui font ça, c'est les dents. Et je ne sais plus après. Bref, c'est une matière très intéressante aussi que anatomique. L'œil, si on le décompose, il est formé de... Le piège classique qui retombe très très souvent, c'est 3 tuniques et 4 milieux transparents, et non pas l'inverse. D'accord? Donc l'œil, c'est 3 tuniques différentes, c'est 3 enveloppes, et c'est 4 milieux transparents. 3 enveloppes, on parle de l'extérieur. L'enveloppe la plus externe de l'œil, c'est l'enveloppe qui est protectrice, qui protège votre œil. Quand vous prenez un stylo dans l'œil, votre œil ne crève pas direct parce que vous avez une enveloppe protectrice. Du coup, en avant, on a la cornée. Okay, donc c'est vraiment en avant ce qui est devant votre œil là. J'ai vu les opérations du coup d'ophtalmo. Quand on rentre une aiguille dans l'œil, d'abord on perce un petit truc. D'ailleurs, on est réveillé. Le mec était réveillé. Genre, il est anesthésié, mais il voyait tout ce qu'on faisait. Du coup, il était là et on mettait des grosses aiguilles dans l'œil, c'était dégueulasse. Du coup, en avant, vous avez la cornée, d'accord? Et en arrière, c'est là. Et en arrière, ce truc gris là, c'est la sclérotique. Ça, c'est l'enveloppe protectrice, la couche la plus externe. La couche moyenne, elle est en rouge ici. La couche moyenne, on l'appelle l'UV. Dans cette couche moyenne, on retrouve l'iris. C'est l'iris, hein, c'est la couleur de votre œil. Ça, c'est au niveau moyen. On retrouve le corps ciliaire, il est là. C'est tout ça, là, en rouge. Le corps ciliaire, c'est le procès ciliaire et le muscle ciliaire. Donc, c'est le muscle ciliaire qui est là et les procès ciliaires qui sont un petit peu derrière. C'est tout ce qui va jouer sur votre cristallin et qui va permettre d'accommoder ou non. On va voir juste après, enfin, on n'aura pas le temps, je pense, mais voilà. Et la choroïde, dans la couche moyenne aussi, donc c'est ce qui est là, en rouge, c'est ce qui nourrit votre œil. C'est là où il y a les vaisseaux. Tout ce qui est choroïde, vous verrez de partout et en UE2, c'est un rôle nutritif. Là où il y a les vaisseaux, enfin, les artères et tout. Et la couche interne en jaune, bah, c'est la rétine. C'est votre couche qui est la plus au fond, là. Donc voilà, la rétine. Et au centre de cette rétine, vous avez la macula, okay, qui s'appelle aussi fovea. C'est la zone d'acuité maximale. C'est là où vous voyez le mieux. Si les rayons arrivent ici, vous voyez super bien. Et au centre de cette macula, vous avez la foveola, comme ça. Foveola, là, c'est vraiment vous avez les rayons ici, vous voyez super bien. C'est pas clairement au centre de l'œil, c'est un peu décalé, mais en gros. Voilà. Et du coup, 4 milieux transparents. Le premier milieu transparent, forcément, c'est votre cornée. Donc, elle est devant votre œil, mais elle est transparente, donc vous ne verrez rien. Au niveau de cette cornée, elle est bombée, la cornée. Votre œil est bombé. On a, en fait, votre œil, c'est un dioptre tout seul, d'accord? Mais en fait, c'est une addition de plusieurs dioptres qui fait qu'on parle d'un seul et même dioptre. Vous avez plusieurs bombures dans votre œil, plusieurs milieux qui ont des puissances différentes qui font qu'au final, votre œil a une puissance dioptrique optimale, quoi, mais c'est une addition de plusieurs trucs. Donc, dans la cornée, en fait, c'est déjà un premier dioptre qu'on appelle le dioptre cornéen antérieur qui a une puissance de 48 dioptries. Donc, c'est bien convergent, parce que D est supérieur à 0. Et vous avez un dioptre cornéen postérieur, pas de particularité. Ça, c'est dans la cornée, qui est transparente. Ensuite, on a l'humeur aqueuse, c'est juste derrière. Ensuite, encore derrière, on a le cristallin. Le cristallin, c'est ça qui... Ouais, c'est une lentille. C'est un peu une lentille, c'est un gros truc qui est bombé. Et ça ressemble à une lentille. Du coup, dans le cristallin, pareil, on a deux dioptres. Un postérieur, donc le dioptre cristallinien postérieur, pas de particularité. Et le dioptre cristallinien antérieur, c'est lui qui va varier de puissance. C'est le seul dioptre qui varie de puissance. Et cette variation de puissance permet de voir, d'accommoder, du coup, de voir les objets plus ou moins près ou loin. D'accord? Plus je rapproche ce stylo de moi, plus j'accommode, plus mon cristallin, du coup, va accommoder et va gagner en puissance pour que je vois mieux. Il y a un moment où là, je suis obligé de loucher. Je n'arrive plus à voir le stylo parce que mon cristallin ne peut pas accommoder à ce niveau-là. D'accord? Plus le stylo est loin, moins j'accommode, moins mon cristallin fait d'efforts. Voilà. Et enfin, le dernier lieu de transparence, c'est l'humeur ou le corps vitré, tout ce qu'il y a dans votre œil à l'intérieur. Allez, il reste 2 minutes officiellement, donc on fait ça. Et ça sera déjà pas mal.
L'accommodation, c'est ce que je disais. Vous avez votre œil avec le corps ciliaire, les procès ciliaires, c'est des petits filaments en gros, et le cristallin. Si vous regardez un arbre qui est loin, votre cristallin est au repos. Okay, il n'accommode pas. Plus l'arbre va se rapprocher de vous, plus les fibres zonulaires ici des procès ciliaires vont se détendre, et plus le cristallin va se bomber, va devenir puissant, et plus il va accommoder pour permettre la vision de près. L'accommodation, grossièrement, c'est la vision de près. D'accord? Le cristallin gagne en puissance, il fait varier sa puissance dioptrique, il augmente, pour permettre de voir les objets plus près. Et du coup, on a deux points particuliers qu'il faut connaître. Ça s'appelle le punctum proximum et le punctum remotum. Vous l'avez vu ça? Le punctum proximum, proche, c'est le plus près de nous. C'est des points particuliers, hein. C'est des points par rapport à votre puissance dioptrique et tout qui sont définis. Le punctum remotum, c'est celui qui est le plus loin. D'accord? Enfin, si tout va bien, en conditions physiologiques et tout. Du coup, la proximité du remotum, qu'est-ce que c'est la proximité? C'est l'inverse de la distance orientée du point. Donc, la proximité du remotum, pour notre grand R, ça sera à l'inverse, donc 1 sur quoi? La distance orientée de ce point. La distance orientée, on part du sommet du dioptre, donc c'est O, sur le point considéré, donc le punctum remotum, donc sur OPR, et le tout orienté, donc avec une barre. Ça donnera la proximité, ça donnera une valeur du remotum, du punctum remotum. La proximité, la proximité du punctum proximum, pour notre grand P, c'est 1 sur O, P, P, orienté. D'accord? Et du coup, dans un œil normal, un œil hémétrope, on dit, le PR, c'est comme s'il n'existait pas en fait. Il est tellement, tellement loin qu'on dit qu'il est à l'infini. Normalement, vous voyez super loin, en gros. Hein. Vous pouvez voir un avion dans le ciel, en gros. Sauf quand vous êtes meilleur que compagnie. Donc le PR, il est à l'infini là-bas. Alors que le PP, lui, il a une distance finie, quelque part. Selon votre façon d'être et tout, enfin bref, quand vous êtes fait, vous voyez plus ou moins près les objets. D'accord? Et bien, si votre objet se trouve entre votre PR et votre PP, vous le voyez net normalement. C'est ce qu'on appelle la plage de vision nette, ici, là. Voilà, le PR, il est à l'infini, hein, en vrai. Tout ça, c'est la plage de vision nette. Si vous mettez un objet devant votre PP, là, du coup, vous ne le voyez plus net. Ce n'est plus la plage de vision nette. C'est-à-dire que, imaginons moi, mon punctum proximum, on va dire qu'il est là. Je sais pas, en fait, il est là, en fait, mon punctum proximum, genre. Et quand je mets mon stylo là, je ne le vois plus net du tout. Ouais, il est là. Voilà. OK, à partir de là, je vois le stylo net. Si je dépasse mon punctum proximum, je ne suis plus dans la plage de vision nette. Là, je le vois flou, mon stylo. Et je commence à loucher. D'accord? Regardez les idiots qui... Et du coup, cette proximité du remotum et cette proximité du proximum, il y a une formule qu'à connaître par cœur, c'est celle-ci. L'amplitude d'accommodation, donc votre capacité à voir les objets de près, c'est égal à la proximité du remotum, ça, moins la proximité du proximum, donc ça, moins ça. Pardon. Orienté, ça, c'est A. Deux pièges dans les calculs qui font que vous avez souvent faux. On doit bien mettre les distances orientées, donc bien faire gaffe à mettre les moins quand il faut. Et deuxième piège, et ça c'est un problème que vous devez régler si vous avez du mal, c'est les règles de signes. Est-ce que vous arrivez à faire des additions et des soustractions correctement? Du coup, le OPR et le OPP sont négatifs. Oui. Les deux... Ah, enfin, non, pas tout le temps. Tu verras, il y a des cas où ils sont positifs. Mais souvent, si tout va bien, ils sont négatifs normalement. Et du coup, moins plus moins, ça fait plus, ça fait moins plus. Ouais, vous voyez, il y a déjà les réponses sont un peu. Donc, il faut faire attention, il y a des règles de signes qui sont importantes. Et ça, il faut s'entraîner. Vous verrez en QCM, vous ferez faux et vous comprendrez. Mais attention, il faut bien faire gaffe. Donc, si je vous fais par exemple ça, on va voir juste si tout est OK. Moins 5, moins 2. Tout le monde, on est d'accord? OK, en fait, on transforme ça en plus et on met un moins là. D'accord?
C'est tout con, hein. Vous allez voir, vous allez tous faire une faute. Obligé, je suis sûr. Et bien ça, mine de rien, c'est les deux gros pièges. Pas mettre la distance orientée, pas faire bien les signes. Ça vous fait faux. Et après, si vous faites faux la première, vous faites faux la deuxième, etc. Et vous avez 0 la question. C'est bien dommage. Voilà. Bon, on s'arrête là. OK. Du coup, je crois que c'est mon dernier cours. Donc, ouais, après, je fais plus. Comment ça? Ouais, non, mais c'était mon dernier cours. Donc, je vérifie, mais Cette année, tu fais ça? je ferai plus de cours, ça c'est sûr, parce que j'aurai pas le temps. Mais tu seras là? Mais peut-être que je ferai des QCM ou quoi, mais je ferai sûrement pas des curies ou tout ça, je pense. Enfin, à voir, ça dépend encore de mon année, je sais pas comment ça va se profiler, donc je verrai bien. Mais bon, par contre, une chose est sûre, même si on se... Bon, je pense qu'on se reverra, hein, parce que je viendrai sûrement à l'écrire ou quoi de temps en temps, même si vous travaillez moi. N'hésitez pas à les questions. J'aurai sûrement moins de temps, je ne vais pas vous cacher, mais je serai toujours là pour essayer de vous aider sur les questions ou quoi, donc il n'y a aucun souci. Et après, sûrement que si... Bon, après, les autres tuteurs ont plus de temps, donc je pense que Dan les sollicitera plus eux. Mais si jamais j'ai le temps, je vous ferai des petits QCM et tout, j'essaierai de faire des bonnes choses. Et pareil, vous posez des questions quand vous voulez ou quoi, que ce soit du travail, des conseils, même que vous n'allez pas bien, n'hésitez pas, on est là pour vous. Voilà. C'est gentil. En quatrième. Ouais. Non, en concours, c'est en gros dans un an et demi. C'est en sixième année, il y a eu la réforme. Du coup, c'est au milieu de la cinquième. Voilà. Je vais travailler encore plus que prévu. Plus tard, neurochirurgien. Dans l'idéal. Ouais, c'est ce que je veux le plus. Ouais, déjà, ouais. Ouais, moi, je vais faire chirurgie, c'est plus appliqué, tu vois. Ouais, soit je vais faire vidéo et au pire, je descends plus bas. Ouais, c'est super bien. Moi, j'ai fait Bon, une thèse en neurochirurgie. Avec qui? Avec Dufour, moi aussi, ouais. là-bas. Avec Dr Meyer. Ouais, t'as aimé du coup? T'as vu quoi comme opération? Plein de choses dans une semaine. Parce que ma mère, elle connaît Dr Meyer. Ok. Et du Trop coup, bien. il m'a sonné. Trop bien, trop bien. T'as fait combien de temps? Une semaine? Une semaine, ouais. T'as vu tes sympa ou pas? Tu l'as vu du four ou tu l'as pas vu? Non, lui, il a une opération. Ouais. Parce qu'il est un peu spécial et tout, mais après avec nous, t'es sympa, ça va. Parce qu'il paraît, il a un peu. Ouais, mais en fait, avant qu'il arrive, on m'a dit, ouais, parlez pas trop et tout. Et au final, on était comme ça. Ouais, mais il est venu nous parler, il était super cool, donc ça allait. Moi, c'est juste vu pratiquer une opération, sinon, c'est toujours les photos. Ouais. Bon, mais trop bien, ça fait une première expérience. Cool. Tu veux faire médecine ou pas du tout? Ouais. Trop bien. Et ça t'a attiré ou? Ouais. Trop bien aussi. Après, on verra. Oui, voilà, après tu verras, bien sûr. Yo, beau gosse. Ça va. C'est bon. Ah ouais, putain, tu n'as pas un petit PC hein? Non, mais moi, tu vois, je fais les choses en grand. Ah ouais. Non, c'était un ordi pour la photo de base. Mettre fin à la réunion, oui, sûrement.